Ma mère m'a abandonné quand j'étais enfant et maintenant elle manque de respect envers ma femme, car elle ne comprend pas ses luttes. J'ai 38 ans, je suis un homme et quand j'avais 10 ans, perdre mon père a été comme si l'univers s'était soudainement incliné sur son axe. Ce n'était pas un départ calme et paisible, c'était abrupt et choquant, le genre d'événement que l'on repasse dans son esprit encore et encore en essayant de comprendre. Un jour, il était là, sa rire remplissant notre petite salle de séjour, et puis il n'était plus là. Les détails entourant sa mort étaient confus et douloureux, trop pour un enfant pour vraiment comprendre, mais suffisamment pour que les souvenirs restent gravés. Ma mère a pris cela très à cœur, vraiment très à cœur. Elle essayait de tenir le coup, mais on pouvait voir la tension dans ses yeux, la façon dont ses mains tremblaient un peu plus chaque jour. Elle n'était plus la même après cela, et nous non plus. Notre maison ressemblait à un monde complètement différent, un monde où les couleurs avaient pâli et les sons étaient étouffés. Ma mère, qui était le cœur de notre maison, la remplissant de chaleur et de rire, semblait soudainement être une ombre d'elle-même. Elle s'asseyait à la table de la cuisine, regardant fixement le café qu'elle avait servi mais qu'elle ne buvait jamais, perdue dans des pensées qui lui faisaient manifestement mal. Je me souviens du matin où elle nous a parlé de sa décision de retourner dans son pays natal. Sa voix était ferme, mais ses mains tremblaient légèrement, trahissant la tempête intérieure. Notre maison, autrefois vibrante des routines quotidiennes de la famille, devenait de plus en plus vide et silencieuse. Les murs résonnaient des fantômes de nos conversations passées et chaque pièce gardait le souvenir du rire de papa ou de sa présence réconfortante. Être là, disait maman, était un rappel constant de ce que nous avions perdu. Elle avait besoin d'espace pour pleurer, loin de l'environnement qui résonnait de son absence. C'est juste pour un moment, disait-elle, forçant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. J'ai besoin de temps pour guérir, pour trouver un peu de paix. Le mot temporaire flottait dans l'air, mais, en tant qu'enfant, je ne comprenais pas pleinement la gravité de ce qui se passait. Je hochais simplement la tête, pensant qu'elle reviendrait bientôt, que ce n'était qu'une brève pause et que tout redeviendrait normal. Le déménagement de maman, qui devait être une brève évasion de sa douleur, est devenu une situation permanente. Ses visites sporadiques étaient remplies de malaise et d'une tension palpable, comme si elle était une invitée, plutôt que la mère qui nous avait élevés. Je pouvais voir la culpabilité dans ses yeux, la lutte pour se reconnecter avec les enfants qui semblaient maintenant plus des étrangers. Au fur et à mesure que les semaines se transformaient en mois puis en années, la réalité de son absence prolongée s'installait. Les anniversaires et les fêtes passaient sans elle. Les appels téléphoniques étaient notre seul pont, sa voix devenant moins familière avec le temps, chargée d'une tristesse qui ne semblait pas disparaître. Chaque appel était un rappel de l'écart croissant entre notre ancienne vie avec papa et notre nouvelle réalité. Après le départ de maman, ce sont les Nelson qui nous ont accueillis. Ils étaient de vieux amis de la famille, du genre qui nous connaissait depuis que nous étions bébés. Monsieur Nelson était le camarade de classe de papa et Madame Nelson avait été la demoiselle d'honneur de maman. Ils ont essayé de combler le vide du mieux qu'ils pouvaient, transformant leur chambre d'amis en notre nouvelle chambre, remplissant le frigo de nos collations préférées et essayant même de maintenir les mêmes traditions de fête que nous avions l'habitude de célébrer en famille. Malgré leur gentillesse, la maison ne semblait jamais vraiment être un foyer. Elle était toujours un peu trop propre, un peu trop silencieuse, manquant de la chaleur chaotique qui remplissait notre propre maison. La nuit, les murs semblaient résonner du silence, un rappel clair que ce n'était pas juste une soirée pyjama, que notre mère ne reviendrait pas à la fin du week-end. Je me souviens de m'allonger dans ce lit d'amis, regardant le plafond et écoutant ma sœur respirer doucement dans le lit à côté du mien. Elle semblait s'adapter mieux, ou peut-être qu'elle cachait juste mieux ses sentiments. Les nuits étaient les plus difficiles pour moi, c'était à ce moment que les ESI me hantaient. Et si j'avais été moins problématique, plus calme, plus facile à gérer? Maman serait-elle restée si je n'avais pas été si semblable à papa, comme elle disait souvent que j'étais? Ces pensées tourbillonnaient et je me retrouvais à haleter, ressentant cette vieille et familière sensation d'abandon. Madame Nelson m'entendait parfois, son doux cou à la porte, prélude à son assise à côté de mon lit, chuchotant des mots de réconfort, essayant d'apaiser les peurs et les doutes qui me rongeaient. Mais peu importe la gentillesse de son toucher ou la douceur de ses mots, il ne pouvait remplacer le réconfort que l'étreinte de ma propre mère aurait apporté. Cette expérience a façonné la façon dont j'élève mes propres enfants. J'ai toujours veillé à être présent pour eux, à être une présence constante dans leur vie. Souvent, j'en fais trop, peut-être en étant trop protecteur, trop présent. Je veux qu'ils se sentent en sécurité, qu'ils sachent que je suis toujours là, peu importe ce qui se passe, car l'absence de ma mère, son choix de se distancer quand nous avions le plus besoin d'elle, a laissé un vide dans ma vie que j'ai juré de ne jamais reproduire dans la leur. C'est parfois difficile, sachant que ma mère ne faisait que gérer sa propre douleur, essayant de trouver un moyen de faire face à la situation. Je comprends cela rationnellement, mais émotionnellement, ça fait toujours mal.
Accepter sa décision a été l'une des parties les plus difficiles de grandir, même maintenant, c'est une lutte de ne pas laisser ce vieux ressentiment colorer l'amour que j'ai encore pour elle. Ma femme est une femme merveilleuse. Nous nous sommes mariés et avons 2 enfants merveilleux ensemble. J'ai rencontré ma femme à l'université, un coup de chance pour lequel je remercie encore les étoiles. Nous avons tous deux choisi le même cours matinal ennuyeux, économie, et il s'est avéré que la seule chose plus puissante que notre aversion mutuelle pour le sujet était notre connexion instantanée. Elle s'est assise à côté de moi le premier jour, sa présence contrastant nettement avec le ton monotone du professeur. Elle avait une façon de prendre des notes qui était presque artistique, ses expressions alternant entre amusement et exaspération. Nous avons commencé à partager des notes, puis du café, finalement, nos rêves et nos peurs. Je lui ai parlé de ma famille plus tard, lorsque nos cafés occasionnels se sont transformés en dîners prolongés et que nous avons commencé à envisager un avenir ensemble. C'était une soirée d'été, une de ces soirées parfaites où l'air est juste assez frais pour être confortable. Nous étions dans un petit parc près du campus, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de teintes d'orange et d'or. Je sentais le poids de mon passé me pousser, m'incitant à tout révéler. J'ai commencé par les bons souvenirs, le rire tonitruant de mon père, la façon dont il me soulevait dans les airs, les biscuits de fête de ma mère et le bruit d'une maison qui semblait pleine. Mais ensuite, je suis passé aux vérités plus difficiles. J'ai expliqué comment les choses avaient changé après la mort de mon père, comment la lumière s'était estompée et comment ma mère avait fini par partir. Je lui ai parlé des années à me sentir à la dérive, élevé par des amis de la famille qui étaient gentils, mais ne pouvaient pas combler le vide laissé par ma mère. Ma femme écoutait en silence, sa main trouvant la mienne tandis que je parlais, ses yeux ne quittant jamais mon visage, et, dans eux, j'ai vu un puits d'empathie et de compréhension. Quand j'ai terminé, il y a eu un léger soupir, une légère pression de sa main autour de la mienne, signalant son soutien. Elle ne m'a pas bombardé de questions ou de pitié, au lieu de cela, elle a partagé sa propre histoire de perte, comment elle a grandi sans grands-parents et une grande partie de sa famille élargie, ce qui l'a fait se sentir isolée d'une manière différente. Cette nuit-là, j'ai réalisé à quel point j'avais besoin de quelqu'un qui ne connaissait pas seulement ma joie, mais comprenait aussi ma douleur. Cela ressemblait à un fardeau qui avait été levé, partager mon passé avec elle et son acceptation et compréhension des dynamiques compliquées de ma famille n'ont fait que renforcer mes sentiments pour elle. C'est alors que j'ai su qu'elle était plus qu'une partenaire, elle était mon allié, quelqu'un qui se tiendrait à mes côtés à travers les complexités de la vie. Depuis que j'ai partagé l'histoire de ma famille avec ma femme, il y a eu une tension non dite autour du sujet de ma mère. Ma femme, étant la partenaire incroyablement solidaire qu'elle est, a toujours été compréhensive envers mes sentiments, mais elle garde une certaine réticence envers ma mère. Ce n'est pas par malveillance ou manque de respect, c'est plus une lutte pour réconcilier l'abandon que j'ai ressenti quand j'étais enfant avec la femme qu'elle a rencontrée quelques fois depuis que nous nous sommes mariés. J'ai essayé de lui expliquer que ma mère ne faisait que gérer sa propre douleur après la mort de mon père. Elle était en deuil, perdue sans lui, disais-je, espérant combler le fossé émotionnel que le départ de ma mère avait créé, non seulement dans ma vie, mais aussi maintenant dans notre mariage. Ce n'était pas qu'elle ne nous aimait pas, elle avait juste besoin de temps. Mais, pour ma femme, qui voit le monde à travers des lentilles teintées d'une loyauté féroce envers la famille, l'idée qu'une mère puisse laisser ses enfants aux soins d'autres, quelles que soient les circonstances, est une pilule trop amère à avaler. Elle n'est jamais impolie à ce sujet, elle ne méprise jamais ma relation continue avec ma mère. Elle m'encourage à l'appeler, soutient mes voyages de retour pour la voir et est toujours la première à suggérer que nous envoyions des cadeaux pour la fête des mères. Mais elle reste distante, une froideur polie, établissant les limites de son interaction. Lors des rassemblements familiaux ou des dîners de fête, lorsque ma mère est présente, ma femme est cordiale, mais distante. Elle sourit, engage des conversations superficielles, mais il y a une réserve dans ses yeux, une ligne ferme que tout le monde semble comprendre. Que je suis là pour toi, murmure-t-elle, serrant ma main sous la table, une assurance silencieuse que sa posture n'est pas destinée à me blesser, mais une limite qu'elle établit pour elle-même. C'est un équilibre délicat, naviguer dans cet impasse silencieux entre elles. Je me trouve souvent au milieu, un interprète traduisant non seulement les mots, mais aussi les émotions et les pensées non dites. Je dis à ma mère, d'elle est simplement farouchement protectrice envers ceux qu'elle aime, espérant adoucir sa douleur face à l'attitude distante de ma femme. À ma femme, je rappelle doucement, maman a ses défauts, mais elle regrette ses années de séparation, essayant de susciter de l'empathie dans les cendres de vieilles rançures. Cette dynamique, bien que loin d'être idéale, est devenue une partie du rythme de nos vies. Le soutien constant de ma femme à ma relation avec ma mère, sans choisir de s'impliquer plus profondément, en dit long sur son respect pour moi, même si c'est un compromis qu'elle supporte silencieusement. C'est un témoignage silencieux de sa force et de sa compréhension profonde de mon besoin de maintenir ce fil fragile avec mon passé.
Récemment, j'ai décidé qu'il était temps pour un autre voyage de retour dans mon pays natal, pour permettre aux enfants de passer du temps avec leur grand-mère. Ma femme ne pouvait pas venir en raison de son travail exigeant, et bien qu'elle nous ait encouragés à y aller, je pouvais voir qu'elle était soulagée de ne pas avoir à faire face à la tension qui accompagne généralement ces visites. J'ai expliqué la situation à ma mère à notre arrivée, et elle a acquiescé, disant qu'elle comprenait, mais sa déception était palpable. Les premiers jours ont été un tourbillon d'activités. Ma mère a tout fait pour compenser le temps perdu, emmenant les enfants dans des parcs et des musées locaux, remplissant nos journées de rire et d'histoire. Dans ces moments, en la regardant avec les enfants, il était facile d'oublier les couches complexes d'émotions qui obscurcissent généralement ces visites. De retour à la maison, la soirée avait bien commencé. Nous étions chez ma mère, les rires de ma tante résonnant dans la cuisine, l'odeur des épices remplissant l'air, un rappel de tant de repas de mon enfance. Il faisait bon être à la maison, même si maison où avait maintenant l'amertume de voix absentes et de rancœurs passées. Ma mère et ma tante avaient toujours cette façon de rendre même le repas le plus simple semblable à un festin, et ce soir-là ne faisait pas exception. J'attendais avec impatience une soirée tranquille, juste en famille, partageant des histoires et rattrapant le temps perdu. Les enfants, épuisés par les aventures de la journée, s'endormirent presque dès que leur tête touchait les oreillers. Je les ai embrassés pour leur souhaiter bonne nuit et je suis descendu, où ma mère et ma tante étaient dans la cuisine, des verres de vin à la main, ostensiblement détendus. Le murmure de leur conversation me saluait tandis que je m'approchais, mais c'est le nom de ma femme qui attira mon attention, arrêtant mes pas. Elle pense qu'elle est trop bien pour nous, la voix de ma tante flotta, teintée de ressentiment. Il y eut un tintement de verre, probablement ma mère acquiesçant en ajoutant « Oui, mais ne le mentionne pas devant lui. Elle est snob, mais ça ne vaut pas la peine de discuter. » Cela faisait mal. Cela faisait mal parce que ce n'était pas vrai. « Oh, ce n'est pas ça, répondis-je, ma voix ferme. Elle fait de son mieux. Ce n'est pas parce qu'elle ne sait pas toujours comment le montrer qu'elle se sent supérieure à nous. Vous interprétez sa prudence comme du mépris. » Ma mère, plus douce, plus apologétique, tenta d'apaiser la tension croissante. « Mais nous ne sommes pas habitués à ces manières, c'est tout. Peut-être l'avons-nous mal jugé, concéda-t-elle, évitant mon regard. » Mais le mal était fait, la chaleur de la soirée s'était évaporée, remplacée par un froid que même les liens familiaux ne pouvaient facilement dissiper. Je me suis assis avec elle, essayant d'expliquer davantage, partageant comment ma femme exprimait souvent ses préoccupations de ne pas s'intégrer, d'être vue comme une étrangère. Ce fut une longue conversation, remplie d'admissions et de compréhension réticentes. Ma tante écoutait, son expression montrant du défi. Elle ne s'attendait clairement pas à ce que j'entende cela, et ma tante disait que le refus de ma femme d'interagir avec elles était parce qu'elle se croyait supérieure. J'ai expliqué que ce n'était pas le cas, mais ma tante insistait sur ce point. Finalement, ma mère a dit que c'était bien si ma femme se sentait ainsi, mais que je ne devais pas défendre son comportement de classe. À ce moment-là, j'ai explosé et dit que ma femme en voulait à ma mère parce qu'elle n'était pas là quand j'étais enfant. Ma mère et ma tante ne dirent rien à cela, et je suis remonté. Après la conversation avec ma mère et ma tante, la maison semblait plus froide, plus silencieuse. J'avais besoin de clarifier mes pensées, alors je suis sorti sur le porche. L'air de la nuit était frais contre ma peau. J'ai pris mon téléphone et envoyé un message rapide à ma sœur, espérant qu'elle pourrait offrir une perspective. Elle avait toujours cette capacité de voir le juste milieu, même quand les émotions étaient à leur comble. Sa réponse est arrivée presque immédiatement, témoignage de combien elle jouait souvent le rôle de médiatrice dans notre famille. Demande juste pardon à maman et à tante, d'accord ? Ça ne vaut pas la peine de se disputer. C'était tellement typique d'elle, toujours à prôner la paix, même si cela signifiait avaler son orgueil. J'ai regardé le téléphone, ses mots brillant dans la lumière faible. Ce n'était pas si simple pour moi. Je n'en voulais pas à maman pour les choix qu'elle avait faits dans nos moments les plus difficiles. Je comprenais qu'ils avaient été faits sous le poids d'une immense douleur. Mais entendre elle et ma tante parler si dédaigneusement de ma femme, quelqu'un qui avait tant essayé de faire partie de cette famille malgré son sentiment d'étrangeté, a éveillé une défense en moi que je ne pouvais réprimer facilement. Ce n'étaient pas seulement les mots en eux-mêmes qui faisaient mal, c'était la réalisation que ces conversations avaient probablement déjà eu lieu, pas seulement cette nuit-là. Ma mère et ma tante partageaient probablement ces pensées entre elles, peignant ma femme sous une lumière si éloignée de la vérité qu'elle semblait une trahison, non seulement envers ma femme, mais aussi envers les efforts que nous avions faits pour unir nos mondes si différents. Assis là dans le silence de la nuit, j'ai tapé une réponse à ma sœur. Je comprends ce que tu dis, mais ce n'est pas seulement une question de faire la paix. Elle ne voit pas combien elle essaie ou comment leurs mots peuvent la faire se sentir indésirable. Je ne m'attendais pas à ce que ma sœur comprenne complètement. Son approche était différente, façonnée par ses propres expériences et sa personnalité.
Je savais que, finalement, je devrais aborder cela avec ma mère et ma tante, clarifier les choses ou du moins exposer clairement ma position. Mais je savais aussi que mes excuses ne résoudraient pas la question sous-jacente que ma famille entretenait encore des préjugés envers ma femme, des préjugés qui n'étaient ni justes ni exacts. La maison était silencieuse, les seuls sons étaient les aboiements occasionnels d'un chien du quartier et le bourdonnement doux du réfrigérateur. La conversation avec ma mère et ma tante avait laissé une tension palpable dans l'air, suffisamment dense pour étouffer. Seul dans la petite chambre d'amis où nous restions, je repassais les événements de la nuit dans mon esprit, chaque mot et regard tranchant tournant sans fin. Avec le recul, je pouvais voir où j'aurais pu aborder les choses différemment, peut-être aurais-je pu être plus calme, plus diplomatique, au lieu de laisser mes émotions prendre le dessus. Mais à ce moment-là, entendre parler ainsi de ma femme, quelqu'un qui avait tant essayé de faire partie de cette famille malgré son sentiment d'étrangeté, semblait que la nécessité instinctive de la protéger avait tout supplanté. Ma femme n'était pas seulement ma partenaire, elle était la mère de mes enfants, la personne qui était à mes côtés inconditionnellement. La défendre n'était pas seulement une réaction, cela ressemblait à un devoir. Je me suis appuyé contre la tête de lit, le matelas grinçant légèrement sous mon poids. La chambre était remplie de vieilles photos de famille et de bibelots, un rappel clair des racines profondes et de l'histoire de ma famille en ce lieu. Cela rendait ma décision encore plus difficile, savoir que partir plus tôt serait comme admettre une défaite, comme laisser ces commentaires mesquins nous éloigner. Mais rester semblait insoutenable aussi, avec chaque sourire forcé et conversation prudente ajoutant simplement des couches à une façade déjà épaisse. Les enfants dormaient dans la chambre à côté, inconscients des complexités adultes qui flottaient dans l'air autour d'eux. Je ne voulais pas que leur souvenir de ce voyage soit marqué par un sentiment de conflit sous-jacent ou qu'ils ressentent la tension dont j'étais si conscient. J'ai pris mon téléphone et fait défiler sans but pendant quelques moments avant de prendre la décision. J'ai réservé des vols pour que nous rentrions à la maison plus tôt que prévu. Ce n'était pas seulement une question d'échapper à une situation inconfortable, c'était de préserver la paix et le bien-être mental de ma famille. Ma femme, qui n'était même pas venue lors de ce voyage, méritait de savoir que ses sentiments étaient validés, non seulement par des mots, mais par des actions. En cherchant des vols, j'ai réalisé que c'était plus qu'un simple changement logistique, c'était une déclaration. Je ne faisais pas que partir plus tôt, je clarifiais que, bien que la famille soit importante, le respect et le bien-être de ma famille immédiate, ma femme et mes enfants, passaient en premier. Ma femme n'est pas opposée à l'idée de visiter mon pays natal et l'a déjà fait dans le passé. Son travail est simplement très exigeant et elle a dit qu'elle préférerait faire un voyage plus long avec nous quatre quand elle pourrait obtenir plus de temps libre et que le voyage ne serait pas seulement axé sur la visite de ma mère. La relation de ma femme avec mon pays natal, surtout avec ma famille, est compliquée, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle n'est pas contre l'idée de visiter. En fait, elle m'a déjà rejoint plusieurs fois auparavant, mais son travail en droit des affaires est exigeant, avec de longues heures, des délais constants, des enjeux élevés. Ce genre de pression ne s'arrête pour rien, même pas pour des voyages familiaux à travers le monde. Elle est pragmatique à ce sujet. Elle m'a dit une fois, lors d'un dîner tardif, alors que les enfants étaient déjà au lit, qu'elle préférerait attendre et faire un voyage plus long ensemble, les quatre. Aussi nous allons voyager si loin, faisons-en de vraies vacances, pas seulement une visite rapide, a-t-elle dit. Sa logique était solide. Il ne s'agissait pas seulement du temps de voyage, mais aussi de l'opportunité de vraiment se détendre et de profiter de la compagnie de l'autre, sans l'ombre des obligations ou des tensions passées qui planent en arrière-plan. Cette dernière partie est cruciale, car les voyages pour voir ma mère sont souvent tendus. Ce n'est la faute de personne, vraiment, c'est juste que leurs mondes sont si différents et que ma mère a une manière d'exprimer ses opinions d'une manière un peu trop directe pour ma femme, qui est habituée à des échanges plus mesurés et polis dans son monde professionnel. Alors, cette fois-ci, lorsque l'opportunité de visiter ma mère s'est présentée, ma femme nous a encouragés à y aller pendant qu'elle restait pour gérer une grosse affaire au travail. Elle a cadré cela comme une question de praticité, non de préférence. Où allez-vous amuser avec ta mère? Les enfants la manquent et c'est important qu'ils passent du temps avec elle, a-t-elle dit, m'embrassant au revoir alors que nous nous dirigions vers l'aéroport. Elle a toujours été claire sur les limites. Si ma mère venait nous rendre visite, elle la recevrait à bras ouverts, lui offrirait la chambre d'amis, cuisinerait ses repas et engagerait des conversations agréables. Il n'y a pas d'animosité, juste une préférence pour éviter des situations qu'elle sait être inconfortables. Ce n'est pas seulement une question de confort personnel, c'est de maintenir la paix, de s'assurer que, lorsque nous passons du temps ensemble, c'est du temps de qualité, pas simplement du temps obligé, rempli d'inconfort et de conversations forcées. Ma femme a toujours été très posée à propos de ses sentiments envers ma mère. Elle n'est pas du genre à insister sur des choses inutilement. Au début, quand notre relation passait de sérieuse à vraiment engagée, vers l'époque de nos fiançailles, je lui ai demandé, directement, à propos de sa réticence envers ma mère.
C'était une soirée tranquille, juste nous deux, nettoyant après un dîner tranquille à la maison, quand j'ai abordé le sujet. Sa réponse a été directe, sans aucune malice. Elle a expliqué que l'inconfort venait de la longue absence de ma mère pendant mon enfance, ce qui, pour elle, signalait des complexités potentielles dans les dynamiques familiales qu'elle préférait ne pas s'engager plus que nécessaire. Elle n'était pas critique à ce sujet, elle exposait simplement ses sentiments avec la clarté et la perspicacité qu'elle applique à la plupart des choses dans la vie. Il s'agit de s'assurer que nous ayons moins de stress dans nos interactions pour que nous puissions profiter de notre temps ensemble en famille, quand cela arrive, a-t-elle dit, son ton calme mais ferme. Cette conversation a défini le ton de la façon dont les choses se passeraient, fidèle à sa parole, elle n'a pas abordé le sujet à moins que ce soit absolument nécessaire. Au fil des années, devenir père a encore plus ouvert mes yeux sur sa perspective. L'idée de ne pas être là pour mes enfants, de les laisser prématurément, est insupportable. Maintenant, je vois comment la compréhension de ma femme sur la famille et l'engagement pourraient être si profondément affectés par les choix de ma mère. Avoir des enfants a une manière d'amplifier les instincts protecteurs, le désir de stabilité et de présence. Cela m'a aidé à comprendre pourquoi ma femme accorde une telle importance à ses qualités et m'a fait apprécier sa position, même si je ne partage pas toujours complètement ses réserves. Mise à jour, plusieurs mois se sont écoulés depuis que j'ai fait mon message. Après avoir lu vos commentaires, j'ai réalisé qu'il serait précipité de partir sans essayer de résoudre les choses, alors j'ai eu une conversation avec ma mère le matin suivant, lorsque ma tante était sortie et que les enfants étaient encore au lit. Le matin suivant la conversation tendue avec ma mère et ma tante, j'ai abordé ma mère pour une discussion privée. La maison était calme, avec la lumière douce filtrant à travers les rideaux, lançant une calme sur le salon où nous avons décidé de nous asseoir. Je pouvais voir qu'elle était appréhensive à propos de la discussion, peut-être inquiète de plus de confrontation. J'ai commencé par m'excuser pour mon explosion la nuit précédente, mon ton était ferme mais conciliant. Je voulais clarifier les choses, mais aussi défendre la perspective de ma femme, que je sentais important de communiquer clairement. Désolé pour ma réaction, ai-je commencé, mais nous devons parler de pourquoi tu penses que c'est acceptable de dire ces choses sur ma femme. Ma mère hocha la tête, son expression de regret mêlée à une touche de défensive. Elle écouta pendant que je réitérais que les commentaires que j'avais entendus étaient blessants et simplement faux. S'il y a des problèmes, nous devons être capables de les discuter ouvertement, pas seulement les laisser s'accumuler, ai-je ajouté, espérant établir une ligne de communication plus ouverte. Ma mère soupira, une longue exhalation fatiguée, qui semblait porter le poids des dernières décennies. Je comprends, mais tu dois voir d'où je viens aussi, répondit-elle. Elle expliqua ensuite combien il était isolant pour elle après la mort de mon père, comment elle avait besoin d'être entourée de sa propre famille pour faire son deuil. Ce n'était pas une question de fuir toi ou ta sœur, insista-t-elle. J'écoutais, essayant de concilier ma compréhension avec son expérience. Je comprends, maman, et personne ne te reproche d'avoir besoin de soutien, dis-je, mais ma femme voit cela différemment. Elle ne peut pas comprendre laisser les enfants derrière pendant un moment aussi critique, indépendamment de la douleur. Ma mère se tendit légèrement à cela. C'est injuste de juger mes actions à l'époque, elle n'était pas là, elle n'a pas vu la douleur dans laquelle j'étais, sa voix se brisa un peu, ses yeux transmettant le tourbillon de ses jours. Toi et ta sœur ne gardez pas de rancune contre moi, n'est-ce pas? Je secouai la tête, essayant de la rassurer tout en expliquant la perspective de ma femme. Nous ne gardons pas de rancune, maman, parce que nous t'aimons et nous savons que tu as fait ce que tu sentais nécessaire. Mais tu dois comprendre que ma femme voit les responsabilités familiales différemment, surtout maintenant que nous avons nos propres enfants. La conversation avançait lentement, avec des pauses remplies de pensées et de regrets non dits. Je soulignais que les sentiments de ma femme étaient valides, tout comme les actions de ma mère l'avaient été pour elle à l'époque. Il ne s'agit pas de bien ou de mal, conclus-je. Il s'agit de comprendre les perspectives de chacun et de trouver une manière de les respecter. Je ne peux pas forcer ma femme à te pardonner, maman, dis-je, essayant de garder ma voix stable, malgré la frustration croissante. Et j'ai besoin que tu arrêtes de dire du mal d'elle. Il est important que tu dises à tante Jane de faire de même. Maman écoutait, son expression un mélange de compréhension et de désarroi. Je ferai ce que je peux, tu le sais, répondit-elle. Mais je ne peux pas contrôler ce que ta tante dit ou fait. Elle a ses opinions. Cette réponse me frustrait encore plus. Mais tu ne vois pas? Il ne s'agit pas seulement d'opinion, c'est une question de respect. Si ces conversations ont lieu, cela crée un environnement dans lequel je ne veux pas que nos enfants soient. Ils perçoivent tout, maman. L'idée que mes enfants entendent de tels commentaires sur leur mère m'inquiétait profondément. Je ne peux pas me sentir à l'aise dans un endroit où ma femme, leur mère, est méprisée. Il ne s'agit pas seulement de nous, adultes, c'est de quel genre d'exemple nous donnons à eux.
Maman hocha lentement la tête, apparemment comprenant la gravité de mes préoccupations, mais elle maintenait fermement sa position sur ma tante. Je lui parlerai, je promets. J'essaierai de lui faire comprendre, mais tu sais comment elle est, têtue, et je ne peux pas la critiquer ouvertement. Elle m'a beaucoup aidé. Le silence tomba pendant un moment pendant que je processais ces paroles. La lumière du soleil entrant par la fenêtre projetait de longues ombres sur le sol, un rappel clair de la journée avançant tandis que nous semblions coincés dans cette impasse. Je regardais ma mère, voyant les années de tension gravées sur son visage, réalisant que sa relation avec sa sœur était aussi complexe que n'importe quelle autre dynamique familiale. Je comprends, elle est de la famille, dis-je enfin. Et je comprends que vous vous êtes soutenu beaucoup. Mais c'est important. Il s'agit de protéger le bien-être de ma famille. Maman soupira, un son de résignation mêlé de détermination. Je ferai de mon mieux, répéta-t-elle, son ton plus assuré cette fois. Oh, personne ne doit se sentir indésirable dans ma maison. Les choses n'avançaient nulle part, alors j'ai dit à maman que nous allions partir plus tôt. Elle s'est fâchée et s'est défendue, et j'ai réalisé qu'elle continuerait aussi à parler mal de ma femme, seulement quand je ne serais pas là. C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Je suis remonté et j'ai réservé des vols pour le lendemain. J'ai envoyé un message à ma femme disant que nous serions de retour plus tôt et que j'expliquerais en rentrant, mais que tout le monde était vivant et en bonne santé. Elle a dit qu'elle avait hâté à demander si je voulais appeler, mais je voulais tout faire en personne. Les prochaines 24 heures dans la maison de ma mère ont été comme marcher sur une corde raide, chacun de nous naviguant soigneusement autour de la tension qui s'était installée dans l'air après notre conversation. La maison, habituellement remplie des odeurs réconfortantes de repas faits maison et des sons de conversation familiale décontractés, semblait maintenant anormalement silencieuse, comme si tout le monde retenait son souffle, attendant que quelque chose rompe le silence. En faisant nos bagages, les enfants bavardaient insouciamment sur le voyage, inconscients des courants sous-jacents qui tourbillonnaient autour d'eux. Ils étaient excités à l'idée de rentrer à la maison, parlant sans cesse de montrer à leur mère les souvenirs qu'ils avaient choisis pour elle. J'essayais de correspondre à leur enthousiasme, mais mon esprit était préoccupé par la conversation que j'avais eue avec ma mère et les questions non résolues qui restaient en suspens entre nous. Enfin, avec nos bagages prêts et la voiture chargée, je suis allé dire au revoir à ma mère. Elle se tenait à la porte, sa posture tendue. Il y avait une vulnérabilité dans ses yeux que je n'avais pas vue depuis longtemps. « Quand est-ce que je vous verrai, toi et les enfants, à nouveau ?» demanda-t-elle, sa voix chargée d'émotion. Je pris une profonde inspiration, sachant que ma réponse serait difficile à entendre. « Maman, je veux que tu sois dans nos vies, tu le sais. Mais les choses doivent changer avant que nous revenions. Ma femme mérite d'être traitée avec respect et je ne peux pas justifier d'amener les enfants dans une situation où cela pourrait ne pas arriver. » Les mots restèrent lourdement entre nous. Maman baissa les yeux, hochant lentement la tête. « Je comprends, murmura-t-elle. Je vais travailler sur ça avec ta tante, je promets. » Sa voix était sincère et je croyais en son intention, mais la réalité de la situation était plus complexe que de simples promesses faites sur le moment. J'espère bien, maman, parce que tu nous manques, mais je dois mettre ma femme et mes enfants en premier, continuai-je, essayant de garder mon ton gentil mais ferme. Il était essentiel qu'elle comprenne que, bien que je valorise nos liens familiaux, je ne pouvais pas compromettre les valeurs que je voulais enseigner à mes enfants sur le respect et la gentillesse. Maman s'approcha, me tirant dans une étreinte, un peu de l'ancienne chaleur revenant momentanément. « Donne-leur mon amour, dit-elle, sa voix étouffée contre mon épaule. Dis-leur que grand-mère pense à eux tous les jours. » En montant dans la voiture et en m'éloignant, l'image de ma mère debout à la porte restait dans mon rétroviseur. Quand je suis rentré à la maison, le sentiment de soulagement était palpable. Après la tension des derniers jours, franchir la porte pour voir ma femme et les environs familiers de notre propre espace était réconfortant. Elle m'a accueilli avec une étreinte qui semblait lever le poids de mes épaules. Les enfants dormaient, la maison était silencieuse, à part le doux bourdonnement du lave-vaisselle en arrière-plan. Nous nous sommes installés dans le salon, elle sur le canapé avec une tasse de thé, moi dans le fauteuil en face d'elle. Elle attendit patiemment pendant que je racontais tout ce qui s'était passé, ma conversation avec ma mère, le silence gêné qui s'en est suivi et l'adieu tendu. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, sur les commentaires que ma mère et ma tante avaient faits, elle a laissé échapper un petit rire, plus de résignation que de plaisir. « Oh eh bien, je suis contente d'avoir été promue à snob, dit-elle ironiquement. Que ça aurait pu être bien pire. » Sa tentative d'alléger l'humeur était appréciée, mais ses yeux étaient sérieux, préoccupés par l'impact de ce qui s'était passé. « Oh, je t'ai défendu, dis-je, voulant qu'elle sache que sa dignité était quelque chose que je défendais inconditionnellement. Oh, j'ai clairement indiqué que nous ne pouvions pas simplement ignorer ses commentaires. » Elle serra ma main, son sourire chaleureux. « Merci.
Cela signifie beaucoup pour moi, non seulement que tu m'as défendu, mais que tu penses à ce que cela signifie pour nous en tant que famille. La conversation a ensuite dérivé vers ce que l'avenir réservait à ma relation avec ma mère. Je lui ai dit que nous avions besoin d'un peu d'espace, continuai-je. Que je veux toujours qu'elle soit dans nos vies, mais notre famille immédiate doit venir en premier. Ma femme hocha la tête, comprenant la difficulté de la décision. Je soutiens ce que tu as besoin de faire, dit-elle. Sache simplement que quelle que soit la distance que tu dois mettre, je suis là pour toi. Nous sommes ensemble dans cette situation. Ces paroles étaient réconfortantes, renforçant que les choix que je faisais n'étaient pas seulement mon propre fardeau, mais quelque chose que nous naviguions ensemble en tant que partenaires. Je pense que c'est la meilleure chose pour le moment, conclus-je, me sentant un peu plus confiant dans notre chemin à suivre. Cela donnera à tout le monde le temps de réfléchir et, j'espère, de guérir un peu. Elle sourit, ce même sourire réconfortant qui nous avait vu surmonter d'innombrables autres défis. Je suis fier de toi, ajouta-t-elle. Ce n'est pas facile de faire face à la famille, mais tu fais ce qui est le mieux pour nous. C'est ce qui compte. Plusieurs mois se sont écoulés depuis que nous sommes revenus de cette visite chargée chez ma mère et la vie à la maison s'est installée dans un rythme confortable. Les enfants s'épanouissent, inconscients des complexités adultes qui ombragent parfois les contours de la vie familiale. Ma femme et moi avons trouvé du réconfort dans la normalité de nos routines quotidiennes, travail, école, match de football le week-end. Malgré les courants sous-jacents de ce voyage, notre vie domestique semble solide, ancrée. J'ai fait en sorte de rester en contact avec ma mère, l'appelant toutes les 2 semaines, mais chaque appel semble ressusciter un peu de la tension de notre dernière visite. Sa voix porte souvent une tension qui n'était pas là auparavant et nos conversations sont ponctuées de longues pauses où les mots coulaient facilement auparavant. Il est clair qu'elle est encore en train de traiter les limites que j'ai établies et peut-être se sent-elle un peu isolée par eux. Ma sœur, qui a toujours été la pacificatrice de la famille, me dit pendant nos propres appels qu'elle continue ses conversations régulières avec maman. Elle mentionne que maman se sent jugée, non seulement pour ce qui s'est passé pendant notre dernière visite, mais pour l'écho durable de ses décisions passées. Elle est encore blessée, ma sœur a expliqué un soir, sa voix chargée de préoccupation. Elle sent que tout le monde retient son deuil contre elle. J'écoute et j'essaie de comprendre. Le deuil est une chose étrange et malléable qui touche chacun différemment. J'espère qu'avec le temps, maman verra qu'il ne s'agit pas de jugement, mais de comprendre les limites et les espaces émotionnels des autres. Autant que je veux que mes enfants aient une relation avec leur grand-mère, leur seule grand-mère vivante, je suis conscient de la nécessité de protéger le bien-être émotionnel de ma femme. Elle a été incroyablement solidaire et compréhensive, mais je sais que la situation a été difficile pour elle aussi. L'équilibre est délicat, essayez de naviguer dans ces eaux sans faire basculer personne. Depuis que je suis devenu père, ma perspective sur la famille et les relations a changé de manière significative. C'est comme si mes enfants avaient ouvert de nouvelles chambres dans mon cœur et mon esprit, des chambres remplies d'empathie et de compréhension plus profonde, surtout envers ma femme. La regarder en tant que mère, voir sa dévotion et l'amour inconditionnel qu'elle verse dans nos enfants, me laisse constamment émerveillé et reconnaissant pour sa présence dans nos vies. L'idée de la perdre, de mes enfants affrontant la vie sans leur mère, envoie un frisson dans ma colonne vertébrale. C'est quelque chose que je ne peux même pas supporter de penser trop longtemps. Cette peur, cette réaction viscérale, m'aide à comprendre pourquoi elle est si sensible aux questions familiales et pourquoi elle a été si déterminée à établir des limites avec ma mère. Il ne s'agit pas seulement de vieilles blessures ou d'inconfort, il s'agit de garantir que notre unité familiale reste stable et soutenue, quoi qu'il arrive. Réfléchir à cela m'a également donné une nouvelle lentille à travers laquelle voir ma propre enfance. Je pardonne à ma mère les choix qu'elle a faits dans nos moments les plus difficiles, des décisions prises alors qu'elle était engloutie dans sa propre mer de douleur. Je sais qu'elle a fait ce qu'elle sentait nécessaire pour survivre émotionnellement, même si cela signifiait être physiquement distante de moi et de ma sœur. Cependant, le pardon n'efface pas la compréhension de l'impact de ses décisions. Cela n'efface pas le fait que ces choix ont laissé des marques, façonnant ma vision des relations et des responsabilités. Cette empathie que j'ai pour ma femme, dérivée de notre parcours parental, me fait réfléchir à ce que je ressentirais si les rôles étaient inversés. Si c'étaient ses parents qui nous avaient laissés dans une situation similaire, honnêtement, je doute que je pourrais facilement pardonner un tel acte. La simple idée éveille en moi un instinct protecteur qui est féroce et inflexible. Je voudrais la protéger de cette douleur, tout comme j'essaie de protéger nos enfants de toute douleur ou difficulté inutile. Cela a conduit à de nombreuses conversations entre nous, parfois tard dans la nuit, lorsque le monde est calme et que nous sommes juste nous deux, partageant nos pensées et nos peurs. Ces discussions sont parfois difficiles, mais elles sont toujours cathartiques. Elles nous rapprochent, alignant notre compréhension et notre approche de la gestion de nos relations avec notre famille élargie. Merci à tous pour vos conseils.
Pour ceux qui ont dit que je devrais faire de la thérapie, je vais bien, mais merci pour vos préoccupations.